Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va vous faire découvrir ou redécouvrir la ligne Maginot aquatique. Côté actu, on reviendra sur l'inauguration de l'Entretoit à Sarreguemines, la résidence pour adultes handicapés. On parlera aussi des principaux points qui étaient à l'ordre du jour du conseil municipal de Sarreguemines hier soir. Et notamment, ça y est, la cité faïencière a enfin son manager de centre-ville, c'est Jérémy Kahn. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le premier adjoint au maire de Sarreguemines, Marc Zingraf. Bonjour. Bonjour Julien. Et merci à tous les deux de participer à cette émission. On va pouvoir parler un petit peu de l'avancée d'Action Cœur de Ville et puis surtout parler du rôle du manager, en quoi ça consiste. On donnera aussi la parole aux internautes et ce sera à travers la douce voix de Marie-Morgane. Coucou. Salut. Donc tout ça, ça sera en deuxième partie d'émission. Pour le moment, en direction Veulflin où ça déménage. Depuis hier, la mairie réintègre son bâtiment où de grands travaux ont été menés. Laurie est sur place pour nous en dire plus. Laurie, bonjour. Coucou Julia. On entend même les petits oiseaux derrière toi. Alors dis-nous où en est le déménagement. Alors ce matin, c'était la fin du déménagement des dernières fournitures et du matériel informatique pour la mairie de Veulflin. Depuis l'automne 2017, elle était située aux 8 rues de l'école. Durant toute la semaine, le matériel va être installé dans les nouveaux locaux. L'ouverture des portes est prévue pour le 4 mars, soit lundi prochain. La mairie sera désormais à l'adresse suivante, au numéro 1 de l'impasse de la mairie. Pour ce qui est des changements qui ont eu lieu, vous pourrez les découvrir dans un reportage tout à l'heure et le maire vous apportera quelques infos sur ce projet. Merci beaucoup Laurie et puis merci à Uranie au cadrage. On retourne donc à Veulflin dans quelques instants. Voici d'abord un aperçu de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Davantage d'autonomie pour les travailleurs handicapés avec la résidence L'Entretoit, rue du Maréchal Joffre à Sarreguemines. Ils l'attendaient avec impatience. Elle a été inaugurée il y a quelques jours. 10 appartements d'une surface de 44 mètres carrés vont être habités dès le mois de mars. Il y a d'ores et déjà une liste d'attente de plusieurs personnes pour ces logements. Le coût de la construction de la résidence s'élève à 1 700 000 €. Ça déménage à Veulflin. Le bâtiment de la mairie, rénové et agrandi, voit défiler les cartons depuis hier. Pendant une semaine de fermeture, il faut ranger, nettoyer et tout rendre opérationnel. L'agence postale, qui est communale depuis 22 ans, fera son déménagement cet après-midi. Ouverture prévue au public lundi 4 mars. Les horaires restent inchangés, aussi bien pour la mairie que pour la poste. Le conseil municipal de Veulflin a lui déjà étrenné les locaux vendredi soir. Après une fermeture de classe à l'école de Neunkirch, le conseil de l'école avait émis le souhait de revoir la sectorisation des écoles de Sarreguemines. C'est chose faite avec une école de Neunkirch qui ratissera désormais un peu plus large du côté du Palatinat ou de la vallée de la Blise. A l'inverse, la rue de Saint-Rincemain est désormais rattachée à l'école Maud-Fontenoy. Un anniversaire douloureux commémoré à Hersching-Giederkirch. Durant la Seconde Guerre mondiale, le 23 février 1945, au matin, un bombardement aérien détruit le village. Croyant bombarder des Allemands, les Américains tuent 45 civils, dont 23 enfants. Leurs noms et leur âge sont rappelés chaque année lors d'une cérémonie en leur mémoire. Une messe a été célébrée à l'église Saint-Maurice, suivie d'un dépôt de gerbes à la fosse commune. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. C'est le printemps avant l'heure et ça continue. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On aura encore le droit à une très belle journée demain. Le soleil va briller sans discontinuer du matin au soir. Il y aura un vent modéré en début de matinée, mais qui va peu à peu s'atténuer dans la journée. Les températures seront comprises entre 2 et 19 degrés. Demain, nous serons le mercredi 27 février et nous fêterons les Honorines. Le soleil nous accompagnera de 7h17 à 18h11. Et l'image du jour nous est envoyée par Charles Schaeffer. Elle a été prise sur l'étang entre Saint-Louis et Meisenthal. Merci à vous et vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook.
Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. La mairie de Wölflin déménage suite aux travaux de rénovation et d'extension de son ancien bâtiment. La mairie est désormais en train de s'installer dans des nouveaux locaux flambant neufs et accessibles. Quelques nouveautés sont à noter, comme la présence de l'agence communale de la Poste, cette fois dans le bâtiment de la mairie. Reportage de Laurie Couteau et Uranie Tozik. Retour aux sources pour la mairie de Wölflin. L'ancien bâtiment historique de la commune était en travaux depuis automne 2017. La mairie avait donc dû déménager un peu plus haut dans la rue de l'école, à côté du stade. L'ensemble du bâtiment historique a été rénové. L'isolation, l'électricité, tout a été refait. La mairie dispose désormais d'une surface plus grande. Une extension a été construite pour accueillir les services de la Poste. Déjà, premièrement, pour mutualiser les services, c'est-à-dire que moi j'étais détachée dans un bureau à part de la mairie. Donc au niveau du travail en commun avec ma collègue, la secrétaire de mairie, c'était parfois un peu compliqué. Et pour avoir un espace un peu plus grand et surtout avoir une ouverture plus ample, c'est-à-dire que quand ma collègue n'est pas là, moi je la remplace et vice-versa. Pour ce qui est de l'accessibilité, une rampe a été construite à l'entrée de la mairie pour les personnes à mobilité réduite. Un ascenseur a également été installé dans les locaux. Le coût total de ces travaux est d'un peu plus de 900 000 €. Ils ont été subventionnés à une hauteur de 70%. Depuis lundi, la secrétaire de mairie et les ouvriers communaux effectuent le déménagement entre les deux sites. Registres, mobilier, fournitures ou encore matériel informatique sont déplacés. Il leur reste jusqu'à lundi prochain pour tout installer avant la réouverture des portes. Et qu'est-ce que cela va changer concrètement pour le public? Le maire de la commune nous apporte quelques éléments de réponse. Bonjour Monsieur Weber. Bonjour. Alors c'est quoi l'intérêt pour le public de cette nouvelle mairie ? L'intérêt pour le public, c'est d'avoir une mairie plus fonctionnelle avec d'autres services, notamment les services postaux qui se retrouveront ici, et en plus sans avoir de rupture de service, c'est-à-dire qu'on va offrir une période d'ouverture sous toute l'année, à la fois de la Poste mais aussi de la mairie. Et en termes d'horaire d'ouverture, comment ça va se passer ? Pour l'instant, on va garder les mêmes horaires, on veut un peu regarder comment que les choses vont fonctionner et comment que la population va se saisir de ce service-là, et puis après peut-être qu'on passera par une période d'adaptation, puisqu'il y a besoin aussi que l'on puisse travailler de façon peut-être plus confidentielle. Mais en tout cas, voilà, on va regarder un petit peu comment les choses vont fonctionner dans les mois à venir. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets futurs, Oui, on souhaiterait vraiment, enfin moi j'ai une vision de la mairie qui doit changer dans les années à venir. On ne peut pas avoir juste une mairie, on voit bien que nos concitoyens veulent plus de services publics et en même temps on s'aperçoit que le numérique est rentré dans nos vies et que finalement les gens se déplacent moins. Mais par contre d'avoir une forme de proximité et en faire une maison de service au public avec d'autres services qui viendraient demain, la CAF, Pôle emploi, je ne sais pas, d'autres services à imaginer, eh bien on souhaiterait effectivement le tester chez nous et d'offrir cette possibilité à nos habitants. Très bien, merci beaucoup. Merci. À l'Entretois, le déménagement est prévu pour le mois de mars. Les futurs résidents et l'ensemble des membres de la FEI attendaient ce moment avec impatience. La résidence L'Entretois vient d'être inaugurée à Sarreguemines. Elle comporte 10 logements et elle va permettre à des travailleurs et à des retraités de l'ESAT autonomes d'avoir leur propre appartement. Reportage de Guillaume Dumonteil. Pour moi, c'est un jour plus qu'important puisque j'ai enfin réalisé un rêve ou un désir qui a été longtemps élaboré dans notre esprit et surtout avec d'autres personnes, dont M. Lautz, M. Castellani, M. Thierry et bien d'autres membres de l'association. Autant de personnes qui ne pouvaient pas se résoudre de voir d'anciens travailleurs handicapés se rendre en maison de retraite de manière prématurée. La résidence L'Entretois, qui vient juste d'être inaugurée, met à la disposition de ce public, retraité de l'ESAT ou toujours en activité, un ensemble de 10 appartements, 6 à l'étage et 4 au rez-de-chaussée. Chaque logement a une surface de 44 mètres carrés, comprenant salle de bain, grand séjour avec cuisine équipée, une chambre ainsi qu'un balcon ou une terrasse. Une laverie se trouve également à chaque étage. Les locataires vont prendre possession des lieux au courant du mois de mars. Ce sera alors le début d'une nouvelle aventure pour les membres de la famille Thierry. Au début, il va venir petit à petit, puis après, par la suite, je pense qu'il va venir de plus en plus souvent. Fabrice a toujours vécu chez ses parents. Il a des aptitudes pour vivre en autonomie. Je sais cuisiner à peu près. Je fais la purée,
Je fais des pommes de terre, je fais du poisson, je fais de la viande et tout, je t'ai cassé tout. La résidence est située à Sarreguemines, au numéro 18 de la rue du Maréchal Joffre. Elle jouxte les terrasses de Lydie et le foyer d'hébergement Lydie Guggenheim. Un emplacement souhaité pour mutualiser les moyens et pour faire en sorte que les usagers ne soient pas déconnectés. S'ils le souhaitent par exemple, les résidents de l'entretoit pourront manger au foyer. Cette nouvelle résidence est victime de son succès. Malheureusement pour nous, on a déjà une liste d'attente de plusieurs personnes. Donc on m'a déjà dit qu'il faudrait que je voie pour un autre projet, mais ça s'élabore pas comme ça. Entre l'achat du terrain et les frais engagés pour la construction du bâtiment, la résidence aura coûté au total 1 700 000 €. Par rapport au financement, je dois juste dire merci à tous les bénévoles qui font la brioche de l'amitié, à tous les gens et entreprises qui nous ont fait des dons. 300 000 € de dons récoltés par la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, ont été utilisés pour financer ce projet. C'est une preuve que la générosité est utile. Avec nos invités du jour, on reviendra tout à l'heure sur certains points abordés hier soir en conseil municipal de Sarreguemines. Mais je vous propose de regarder d'abord le résumé en images. Rapport d'orientation budgétaire et PLU étaient notamment à l'ordre du jour. On fait le point dans ce reportage de Thomas Drouin et Guillaume Desmonteils. Ce n'est pas que le commerce. Bienvenue à la maison. En ouverture de la 43e séance du conseil municipal de Sarreguemines, Céleste Lette a présenté Jérémy Kahn à l'Assemblée. Ce Sarregueminois de 42 ans est le nouveau manager du centre-ville dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Et puis vient le temps de se lancer dans le grand bain du rapport d'orientation budgétaire ou ROB, ce moment où les conseillers municipaux prennent connaissance et débattent des priorités et orientations du budget. Les recettes et les dépenses sont ainsi passées en revue avec un premier constat. Depuis 2012, la dotation forfaitaire de l'État a baissé de 60%. Autre inquiétude, la taxe d'habitation qui n'est plus payée par les habitants mais compensée par l'État. Être compensé aujourd'hui à l'euro près, parce que c'est toujours l'expression compensé à l'euro près, on sait ce que c'est par rapport à la taxe professionnelle, où on a aussi eu des difficultés. Il a fallu que l'Association des maires de France se batte pour qu'au niveau de cette taxe professionnelle, qui est versée maintenant aux intercos, mais que les collectivités récupèrent par la dotation de compensation, eh bien, on sait là aussi qu'on cherche à rabioter et à ne plus compenser exactement à l'euro près ce qui était un engagement à une certaine époque. La situation comptable invite l'équipe municipale à être vigilante. Dans sa présentation, Jean-Marc Schwartz, adjoint aux finances, parle d'être plus vertueux. Comprenez par là, réduire dans les dépenses courantes. Les représentants des différentes oppositions interrogent le maire et son équipe sur de nombreux points comme les dotations ou les propositions de projets à inscrire au budget. 30 000 € d'arbres, est-ce que vous voulez faire une forêt ou comment? Dans les 30 000 €, il n'y a pas que l'arbre, il y a la plantation, il y a la fosse à faire, il y a les encadrements à faire, il y a tout l'aménagement périphérique à refaire, voilà, donc ça va très très vite. Après l'orientation budgétaire, le conseil municipal se penche entre autres sur l'action Cœur de Ville avec une candidature au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, puis sur une nouvelle sectorisation scolaire qui voit notamment les écoles de Neunkirch et Maud-Fontenoy s'échanger quelques rues. Le débat s'oriente aussi du côté de la modification du plan local d'urbanisme suite à l'enquête publique. Un plus qui permet au maire de Sarreguemines d'évoquer le site des anciennes faïenceries. Il est évident, sauf pour ceux qui ne veulent pas avoir de vision, mais pour d'autres raisons d'avenir de la ville, que le site des faïenceries est une expansion. Je prends délibérément le mot expansion et pas le mot extension. Donc l'expansion future de la ville, parce que certains ont laissé entendre, mais pour d'autres raisons, que le fait demain d'urbaniser les faïenceries pourrait contribuer à la désertification du centre-ville. Ceux-là n'ont rien compris. Et j'espère que ceux-là n'auront jamais à gouverner la ville, parce qu'il est tout à fait normal, et si on ne l'avait pas fait, ce seraient les mêmes qui nous reprocheraient aujourd'hui de ne pas porter notre intérêt sur le site des faïenceries.
Le point concernant un avenant au bail amphithéotique liant la ville à l'association culturelle franco-turque est lui aussi adopté, mais cette fois-ci avec 2 oppositions venues des conseillers municipaux étiquetés RN, ex-Front National. Pour finir la soirée, le conseil s'est penché sur une nouvelle dénomination de rue. Une des rues du nouveau lotissement situé face au jardin des Faïenciers sera nommée rue Jean Settlinger. Elle sera inaugurée au printemps. Mais des Français en général et puis des parents. Mosaïque Cristal à 4 mois. Votre chaîne locale a fait le point hier à l'occasion de son assemblée générale. Au programme, le bilan de l'année 2018, mais surtout le bilan de la fusion entre Mosaïque et TV Cristal. Alors on a fait ça, comme toujours, en toute transparence. Vous pourrez voir cette assemblée générale à l'écran dans notre émission jeudi. En attendant, voici le résumé. Il est signé Valentin Guinel. Mes chers amis, bonsoir. Je vous souhaite ici la bienvenue à Sirstal pour cette première assemblée générale de Mosaïque Cristal Télévision. Une soirée pour faire le point. Les membres de l'association se sont réunis hier, ainsi que toute l'équipe de la chaîne. Parmi elles, les 3 journalistes embauchés pour renforcer le bureau de Beach. TV Mosaïque et ensuite Mosaïque Cristal a été productive en 2018. 210 journaux et près de 2000 sujets diffusés. La recette est maintenue, votre rendez-vous phare reste le 30 minutes. Le journal quotidien propose le 60 secondes, des reportages, des invités, des dossiers et autres, mais aussi des duplex. Mosaïque Cristal a mis le paquet. Le paquet déjà en termes d'investissement parce que on a investi dans des smartphones, dans des applications et des accessoires de haute qualité. La fusion a coûté plus de 62 000 € à l'association. Cela a fait passer son budget dans le rouge cette année, mais elle n'est pas inquiète. Le déficit ne s'élève qu'à 4 000 € environ. Le résultat doit être positif l'année prochaine. Et puis il y a ce que nous pouvons appeler la cerise sur le gâteau, c'est notre supplément. La fusion nous a permis d'étoffer le pôle culture et divertissement. Nous avons dorénavant les moyens de produire toute une gamme de nouveaux formats. Ces émissions culturelles, souvent à forte valeur ajoutée, donnent un certain équilibre et aussi une certaine épaisseur à notre rendez-vous quotidien. Malgré tout, des nouveautés devraient arriver sur votre chaîne dans les prochains mois, comme créer un magazine dédié à l'histoire locale ou l'opération On Tour Estival 2019, 16 émissions réalisées au Pays de Beach. Mosaïque Cristal va continuer à couvrir le Pays de Beach et le secteur de Sarreguemines chaque jour et durant tout l'été. Chaque mardi, nous vous donnons la parole et cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de nos téléspectateurs pour voir leur ressenti 4 mois après la fusion de Mosaïque et TV Cristal. Quels sont les programmes qu'ils souhaiteraient voir sur leur télévision d'arrondissement? On leur a posé la question à Beach et à Sarreguemines. Est-ce que vous êtes un téléspectateur de Mosaïque Cristal? Oui, occasionnellement. Bah, bien sûr. Oui Oui, de temps en temps. Très bien. Moi, j'aime bien. C'est très bien. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez dedans? Un peu tout. Elle est bien. Beaucoup d'informations sur la région. Et ça, c'est qui est bien. Bien, elle est bien. Mais pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Hein. Et je regarde toujours, comme je suis seule, je regarde toujours Télé Cristal. C'est bien. Ah, c'est bien Télé Cristal. C'est bien présenté. Hein. Est-ce que vous avez remarqué des changements depuis qu'on a fusionné avec TV Cristal? Je trouve que c'est plus dynamique et les reportages sont intéressants. Non, c'est pas spécialement, non. Pas spécialement, non. On voit qu'il y a des choses du Pays de Beach aussi qui sont un peu plus montrées, mais bon, ça va, ça nous plaît. Qu'est-ce qui serait à améliorer selon vous? Qu'est-ce que vous aimeriez sur la chaîne? Beaucoup de chansons. J'aime les chansons. Les vieilles chansons et puis le moderne. Comme je suis un ex-sportif, peut-être un peu plus de reportages sportifs. Football en particulier. Un peu plus de nature. C'est ce que vous préféreriez? Oui, parce qu'on a des belles forêts. Et moi, j'adore. Des belles forêts, mais on a aussi de nombreux sites historiques dans la région. On va d'ailleurs vous emmener à la découverte de la ligne Maginot aquatique. Et puis avant cela, on parlera du centre-ville de Sarreguemines avec nos invités du jour. C'est dans un instant. À tout de suite.
L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Marie-Morgane, tu l'as dit tout à l'heure en annonçant les prévisions de Météo France, on va encore avoir droit à de belles journées ensoleillées et du coup ça t'a inspiré pour la question du jour. Et oui, on est clairement au-dessus des normales de saison. Alors on a voulu savoir si nos internautes profitent de ce temps printanier pour se poser en terrasse. Alors on leur a proposé un sondage et ils sont 62% à avoir répondu oui je vais en terrasse et 38% ont répondu je reste à l'intérieur. Alors il y a par exemple Lily qui préfère ne pas trop s'exposer, elle nous explique: enceinte de 8 mois, je préfère me mettre à l'intérieur pour ne pas attraper un coup de froid, car malgré le soleil, il faut se méfier du vent. Mais une majeure partie de nos internautes profitent quand même du beau temps. René a écrit: par ce beau temps, rien de mieux que de se mettre sur sa propre terrasse lorsqu'elle est baignée par le soleil. Aurélien a répondu: dimanche toute l'après-midi au Cohibar avec le départ de la cavalcade. Et on a un dernier commentaire de Pascal qui nous a écrit: moi jardinier, je profite de faire mes dernières tailles avant la reprise des tontes. Merci Marie-Morgane. Et les terrasses en particulier, les terrasses des bars et des restaurants, ce sont aussi de formidables atouts pour l'attrait d'un centre-ville. Alors forcément, je vais demander à nos deux invités, est-ce que vous êtes des accros des terrasses ? J'en profite de temps en temps, donc c'est vrai qu'on a un centre-ville qui est agréable et c'est vrai qu'en ce moment la météo se prête bien à profiter d'un petit verre en terrasse. Ah, moi j'aime beaucoup les terrasses, c'est une activité culturelle à part entière que de regarder passer les passants, les chalands dans les rues, c'est magnifique. Et puis de prendre la température du centre-ville puisque c'est pour cette raison en premier lieu que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Jérémy Kahn, vous venez de prendre vos fonctions hier de manager de centre-ville. Est-ce que c'était une évidence pour vous de postuler ? Je vais vous répondre oui. Dès que j'ai été au fait de ce recrutement, j'ai souhaité postuler. Je suis natif de Sarreguemines, très attaché à la ville, viscéralement attaché à la ville. J'ai été moi-même commerçant, j'allais dire, pendant quelques années en centre-ville. Et j'avais envie de contribuer autant que possible au développement et au rayonnement de la ville. Marc Zingraff, à l'origine, il était prévu de recruter, si je peux me permettre, complètement le contraire de Jérémy Kahn. Oui. Vous l'aviez d'ailleurs présenté aux commerçants l'été dernier. C'était une femme plus âgée, pas du tout du secteur, et qui en revanche avait une expérience spécifique de manager de centre-ville. Oui, nous avons connu quelques mésaventures autour de ce jury pour trouver finalement la bonne personne. Mais pour être complet sur le sujet, il faut vous le situer dans la réflexion globale. En 2017 arrive Olivier Montaigne, notre nouveau DGS, avec une feuille de route qui intègre la nécessité de redynamiser le centre-ville. C'est une priorité pour nous. Arrive en 2018 le dispositif Action au cœur de ville. À ce moment-là, Olivier Montaigne a déjà réorganisé le service démocratie participative de Kevin Cassed. Action au cœur de ville échoue à Erdem-Lilmaz. Comme nous ne réussissons pas tout de suite à trouver la bonne personne pour le rôle du manager, eh bien, nous commençons à travailler avec les acteurs que nous avons. Et puis finalement, on voit qu'ils se débrouillent très bien. Ce qui nous amène petit à petit à remettre en cause l'image qu'on avait du manager. Au départ, on voulait un manager qui porte tout. C'est-à-dire le rapport aux institutions, la relation au commerce, tout le travail sur les dossiers, la formation, enfin, bon, une mission quasi impossible. Et trouver la personne parfaite, impossible. Donc aujourd'hui, nous savons que nous voulons non seulement un manager, mais une équipe managériale au service du cœur de ville. C'est une ambition que nous avons mûrie, que nous avons réfléchie. Et aujourd'hui, le cœur de ville pourra compter sur le dévouement de 3 personnes. Chacune à son poste. Et j'accueille aujourd'hui Jérémy avec beaucoup de bonheur parce que pour le côté opérationnel des choses, c'est ce qui nous manquait. Quelqu'un qui a la connaissance du terrain, du tissu local, il y est né, il connaît parfaitement toutes les ficelles et
à côté d'Erdem et à côté de Kevin, qui sont déjà actifs, et qui ont chacun leur attribution, eh bien, on va pouvoir être vraiment efficace. Donc vous voyez, la stratégie a changé. Aujourd'hui, Jérémy, eh bien, on attend de lui le contact avec cette population, avec ce commerce, et toutes les problématiques qui vont autour. Monsieur le maire l'a rappelé hier soir au conseil municipal, le manager, ce n'est pas que la question du commerce, c'est le commerce en relation avec le logement, avec l'habitat, avec le stationnement, avec toutes les problématiques du cœur de ville. Donc il y a beaucoup à faire, et ce n'est pas 3 personnes qui seront de trop pour répondre à toutes les attentes. Donc du coup, Jérémy Kahn, vous rejoignez cette équipe, vous prenez un peu le train en route puisque eux ont commencé. Vous avez l'avantage, comme Erdem Yılmaz d'ailleurs, d'être sarregueminois, de connaître le territoire. Vous connaissez aussi particulièrement bien le centre-ville puisque vous avez vous-même été à la tête d'une enseigne, Via Automobile, mais c'était une expérience malheureuse. Ça n'a pas duré. Alors pour d'autres raisons, ça c'était plus lié, j'allais dire, à une tête de réseau qui était pas forcément à la hauteur de mes attentes, mais par contre, j'allais dire, par rapport à la ville elle-même, non, je pense que la dynamique était plutôt là et plutôt bonne. Après, c'est plus des choix personnels qui m'ont poussé à arrêter l'activité. Maintenant, c'est vrai que cette expérience va me permettre aussi, parce que forcément, je sais ce que c'est aujourd'hui de créer une entreprise, ce que c'est de prendre aussi les risques qui sont inhérents à ces activités-là. Ça me permettra aussi d'avoir un dialogue, j'allais dire, avec les commerçants, avec peut-être aussi de la compréhension et une écoute qui sera plus complète. Voilà. Après, c'est, comme le disait Marc Zingraff, effectivement, je prends le train en marche. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, il y a déjà des projets qui ont été lancés, des beaux projets. Je rejoins une équipe qui est dynamique, Erdem Yılmaz, Kevin Cassette qui travaille effectivement déjà sur ces sujets, le DGS effectivement Olivier Montaigne qui nous accompagne, et bien sûr l'ensemble de l'équipe municipale, des élus, enfin tout le monde est mobilisé aujourd'hui sur ce sujet. Je suis loin d'être seul, hein, j'allais dire, j'intègre une équipe. Parce que même si vous intégrez une équipe qui a effectivement déjà commencé à travailler, malgré tout, on continue depuis des mois à nous parler de « on va avoir un manager de centre-ville, il va y avoir un recrutement ». En gros, vous êtes attendu comme le Messie. Alors, votre solution miracle, c'est quoi? Alors non, je n'ai pas de solution miracle. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est tous dans cette équipe différente, c'est-à-dire avec un parcours différent, une sensibilité différente. Donc on va pouvoir amener chacun d'autres solutions, d'autres idées. Ça va aussi être beaucoup de dialogue, d'écoute. On va être beaucoup sur le terrain, que ce soit avec les équipes municipales et aussi les élus, pour aller rencontrer les gens. Moi, ce que je vais surtout m'atteler à faire dans les prochains jours et prochaines semaines, ça va être de rencontrer les commerçants, mais aussi les habitants, parce que bien entendu, il y a une partie qui touche au commerce, mais aussi tout le volet, j'allais dire, d'aérodynamisation du centre-ville, qui passe par l'habitat, qui passe par la culture, par le tourisme, par l'accessibilité, par la digitalisation. Donc en fait, les sujets sont larges, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin, je pense, de compétences multiples, d'une équipe, parce que chacun a des connaissances spécifiques et va pouvoir donc amener sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. On va demander son avis à l'élu. Marc Zingraff, vous avez à Sarreguemines un nouveau manager de centre-ville. Quelles sont ses marges de manœuvre? Est-ce qu'il dispose d'un budget? Est-ce qu'il a un cahier des charges hyper précis de ce qu'il doit faire, un emploi du temps précis? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Alors, l'emploi du temps, il va y travailler lui-même. Il a une feuille de route, évidemment. On l'a dit, c'est le cordon ombilical, l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs du cœur de ville, y compris les commerçants. Bon, mais avec un budget, une capacité décisionnelle pour résoudre des soucis? Mais son budget sera le budget qu'on va travailler ensemble avec la municipalité. Et je rappelle qu'il y a d'autres leviers d'action possibles. Monsieur le maire a expliqué hier en conseil la création d'une SEM prochaine. Ce travail-là, pour faire ce travail-là, déjà, on a besoin du manager. Donc et une ensuite, société d'économie mixte. Une société d'économie mixte. Cette société d'économie mixte elle-même déploiera des moyens. Et pour pouvoir les déployer, on aura besoin de l'avis du manager aussi. Vous voyez, donc le manager, non seulement, n'aura pas forcément directement son portefeuille, mais aura accès, influence sur tous les portefeuilles possibles pour venir en aide à ceux qui en ont besoin au cœur de ville. Et concrètement, quelle est la première chose que vont voir les Sarregueminois? Qu'est-ce qui va changer en premier, là, au centre-ville, prochainement?
je pense qu'ils vont voir de plus en plus de contacts avec le manager, avec l'équipe managériale dans son ensemble, avec la municipalité, de manière à mettre en évidence. Il y a beaucoup de communication à faire, il y a beaucoup de contacts à prendre pour mettre en évidence ce qui est fait et l'extraordinaire potentiel que nous avons encore à Sarreguemines. Et les gens attendent de l'action. Et les gens attendent bien sûr de l'action. Pas seulement de la communication. Alors, mais de ce point de vue-là, vous savez qu'un certain nombre de choses sont déjà là. Vous parliez de terrasse tout à l'heure. Vous savez ce qui va être à l'affiche cet été en termes de dialogue, et ça sera une copie qu'il faudra qu'on rende, c'est de déterminer la place laissée aux terrasses sur la place du marché. C'est-à-dire comment agencer ce qu'attendent les uns et les autres au niveau de la place du marché, ou dans ce secteur-là. Les terrasses, c'est important, c'est un beau sujet à venir. Et on espère bien en profiter longtemps et avoir des belles journées devant nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Le mardi, on s'intéresse aussi aux jeunes et à leur passion. Et aujourd'hui, c'est Valentin qui nous a envoyé une vidéo. Alors Marie-Morgane, dis-nous, quel est son kiff? Alors on est en ce moment en pleine saison carnavalesque et Valentin, lui, il adore cette période. Il a même intégré une troupe de carnaval. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, j'ai 18 ans, je suis au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines en qualité de boulanger-pâtissier. Ma passion à moi, c'est le théâtre. Donc particulièrement, je suis maintenant dans un groupe carnavalesque d'Inare. Moi, ça me permet de changer de monde, de déconner à plein tube, de plus penser à ma vie actuelle et d'être dans un autre monde, de rigoler, de faire rigoler les gens comme j'arrive, quoi. Toi aussi, envoie-nous tes images pour nous parler de ta passion. Tu peux nous faire parvenir les vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. Et maintenant, on part en balade. Cette semaine, notre magazine On Tour vous emmène à Sarralbe et au Pays des Lacs pour y découvrir un morceau de patrimoine souvent oublié, la ligne Maginot aquatique. Pour la découvrir, Flora a rencontré le spécialiste de cette ligne de défense très particulière. C'est Philippe Cueillère, des Amis du Pays d'Albe. On vous laisse donc en leur compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour à tous, nouvelle semaine et nouveau numéro On Tour. Aujourd'hui on s'intéresse à un pan d'histoire de notre région avec la ligne Maginot aquatique. Conçue pour empêcher les troupes allemandes d'avancer sur notre territoire, vous allez voir qu'elle a joué un rôle important. On commence ici à la Maison des Têtes de Sarralbe pour en savoir plus. Mais d'abord, prenons un peu de hauteur pour découvrir la ligne Maginot aquatique vue du ciel. Maillon atypique de la ligne Maginot, la Trouée de la Sarre devenue la ligne Maginot aquatique. La route de la ligne Maginot aquatique est un concept de mise en valeur touristique du territoire. Il s'agit d'une zone de 30 km de large entre Ost et Vitrain. L'obstacle principal ici, ce ne sont pas de grosses fortifications, mais des inondations défensives. Son tracé permet de retrouver les éléments essentiels pour comprendre le dispositif. L'objectif militaire était de pouvoir inonder cette zone grâce à un ensemble de barrages sur la Sarre et dans la vallée du Mutterbach. Le débit de la rivière Mutterbach étant trop faible, on a créé 6 étangs réservoirs qui pouvaient alimenter les biefs en toutes circonstances. L'étang de Diefenbach, le plus important par sa superficie, capacité et hauteur de digue, les étangs de Oste-Haut et Oste-Bas, l'étang du Welschof, l'étang des marais de Remrin et l'étang de Hirbach, où l'on retrouve une casemate du souvenir. Ces étangs ont trouvé aujourd'hui une belle reconversion dans la pêche et le tourisme. À Remrin, on retrouve les vestiges du barrage sur le Mutterbach, ainsi qu'à Herbitzheim, à côté du canal de la Sarre. Un autre barrage se trouvait à Sarralbe, au niveau du pont-canal sur l'Albe. Le dernier était au niveau du pont de Vitrain.
D'autres vestiges du dispositif se retrouvent notamment à Villerwald, où la maison forte servait de poste avancé à la ligne Maginot Aquatique. Et le lieu-dit du Knop, à Sarralbe, nous rappelle les combats qui se sont déroulés dans ce secteur le 14 juin 1940. Les Amis du Pays d'Albe proposent régulièrement des visites de ces sites afin de mieux comprendre ce qu'était cette zone, ainsi qu'une exposition permanente au musée de la Maison des Têtes à Sarralbe. Et nous voilà dans la Maison des Têtes avec Philippe Cueillère. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste de la ligne Maginot Aquatique. Alors si on est ici, déjà, c'est parce que c'est un lieu incontournable concernant le patrimoine militaire du secteur en fait. Voilà, tout à fait. En étant à Sarralbe, en fait, on est au cœur de cette ligne Maginot Aquatique. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est de donner en fait aux gens les clés pour comprendre et le système d'inondation et les événements qui s'y sont déroulés. Ça, on a ici dans cette salle tous les différents éléments qui permettent aux gens d'avoir après une vue générale sur ce qui s'est passé ici. Alors on va faire un petit tour dans cette salle. Déjà, expliquez-nous de quand date la ligne Maginot Aquatique. On parle de drôle de guerre, expliquez-nous un petit peu. Donc cette ligne Maginot Aquatique, elle a été réalisée entre 1932 et 1934, c'est-à-dire qu'on a cherché à ennoyer 3 vallées qui étaient les vallées du Motorbar, de l'Albe et de la Sarre. Donc on y a construit des barrages et également des étangs réservoirs. Donc dans la vallée du Motorbar, on a 6 étangs artificiels qui ont été construits. On a également aménagé des étangs dans le sud du département pour compléter ce dispositif. Et quand on voulait ennoyer la région, en fait, il suffisait de fermer les barrages, d'ouvrir les vannes des étangs et en 36 heures, on était capable d'inonder tout le secteur. Donc 32-34, on met le système en place. 1935, on va construire des casernes aussi parce que l'eau seule ne suffit pas pour arrêter l'ennemi. Donc des casernes dans la région, notamment à Sarralbe et à Puttelange. Des blocos également pour battre cette zone inondable. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, dans l'esprit des gens, ils voient bien qu'on est en train de militariser leur région. Donc la population, ça va les inquiéter un peu parce qu'ils se disent qu'une fois de plus, les pays frontaliers vont être sacrifiés. Puisqu'on veut que la bataille se tienne sur la frontière. Donc pour les gens, à ce moment-là, il y a déjà une certaine inquiétude qui va se mettre en place, une inquiétude qui grandira en 1939, puisque septembre 1939, Hitler va envahir la Pologne et très rapidement la France va déclarer la guerre. Mais surtout pour les populations locales, dès le 1er septembre 1939, les gens vont être évacués. Après va commencer toute une période d'attente et d'immobilité du front, donc ce qu'on appelle la drôle de guerre, mais qui en fait n'aura surtout rien de drôle pour ces milliers de soldats qui vont venir sur des positions où rien n'était prévu pour les abriter, donc ils vont vivre dans des conditions difficiles puisque la météo sera malheureusement très défavorable pendant toute cette période-là, donc la drôle de guerre porte vraiment mal son nom. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'efficacité de ce système de défense finalement avec les années ? Donc ce système de défense qui a été mis en place et qui sera mis en œuvre, donc en octobre 1939, on ferme les barrages d'inondation et en juin 40, avant l'attaque allemande, on met les inondations à les niveaux maximum et ce système montrera toute son efficacité puisqu'en juin 40, quand les Allemands attaqueront, nulle part ils ne réussiront à passer dans la zone qui était inondée. Donc c'est un obstacle qui a été réellement efficace. Et puis c'est aussi pour ça que tout au long de la ligne Maginot Aquatique, on peut voir des bunkers, ça fait partie du système de défense. Voilà, tout à fait, c'était l'eau, mais forcément avec d'autres éléments de défense, dont les blocos. Et alors justement, il y en a un à Vitrin que l'association Les Bergers des Pierres est en train de rénover. Regardez. Un blocos en pleine renaissance. Nous sommes à Vitrin, au bord de la grande route rive droite de la Sarre. Alors ce blocos servait de protection au barrage qui se situait juste au niveau du pont qui est derrière nous. Il y avait 4 blocos. Donc ça c'est le barrage, on appelle ça le blocos du barrage sud. Nord. Le sud il est juste un tout petit peu plus en haut. Et il y en avait encore 2 de chaque côté de l'autre, du côté de la Sarre, donc du côté de l'église là-bas. Donc ça c'était le plus grand, qui avait entre 10 et 12 hommes dedans. Donc il servait de protection pour donc protéger le barrage pour que les soldats ennemis ne puissent pas saccager le barrage, quoi.
Ça fait la 3e année qu'on s'implique vraiment pour le nettoyer, pour le remettre en état. Donc on a refait le chemin pour que les personnes puissent accéder. Là on est en train d'enlever toute la rouille sur les portes et sur les trémies. On va faire le plafond aussi, on va enlever les arbres au-dessus. Et donc dans le futur, on va commencer à le peindre et puis à le restaurer au fur et à mesure. Donc là, notre projet, c'est de mettre une 2e porte pour bien le sécuriser. Philippe Zimmer et son frère Michel travaillent régulièrement sur le site. Un dur labeur qu'ils ne font la plupart du temps qu'à 2. L'association Les Bergers des Pierres Moselle compte une 30aine de membres, mais ces derniers viennent de partout et de bien trop loin pour participer aux travaux. L'association ne s'occupe pas seulement de réhabiliter le blocos de Vitrain, c'est aussi un regroupement de passionnés d'histoire. Et notre but, c'est de faire découvrir tout ce qui va des châteaux forts à la ligne Maginot. Donc on fait donc les châteaux forts, on fait les systèmes Vauban comme la citadelle de Bitche, on fait les forts comme à Verdun, et la ligne Maginot, donc, qui fait partie donc, de la ligne Maginot aquatique aussi, donc comme ce blocos-là. Là, en mois de juillet, on va dans le coin de Briançon, on va faire des ouvrages donc, de serrés de rivière qui datent donc de 1870. Avec des autorisations militaires que je fais donc la demande à l'armée qui me donne l'autorisation et donc on est toujours entre 10 et 15 personnes, je ne veux pas plus de personnes parce que sinon c'est ingérable. Accéder à des sites que personne ne voit jamais, voilà un peu la cerise sur le gâteau pour les Bergers des Pierres. Le blocos de Vitrain fait partie de ces lieux inconnus du public, mais la porte n'est jamais tout à fait fermée. On veut bien le faire visiter, mais c'est sur réservation uniquement sur notre site internet. Il y a une page blocos de Vitrain et les gens s'inscrivent et après en fonction de la disponibilité, on vient pour installer. Parce que notre projet futur, c'est aussi un petit musée avec des mannequins avec des tenues de 14, 18, 39, 45. Alors là, Philippe, on a changé complètement de lieu. On se trouve maintenant au niveau du belvédère du Knop. En fait, ça fait partie des nombreuses visites que vous proposez à la Maison des Têtes. Il y en a combien à peu près? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on organise des visites sur les sites emblématiques de la bataille du 14 juin pour donner un panorama complet de ce qui s'est passé dans le secteur. Donc autant au point de vue technique qu'au point de vue des combats. Donc c'est 3 à 4 arrêts en fonction d'une part de la visite mais également de la demande des visiteurs quand il s'agit de groupes pour faire le tour complet de cette page d'histoire. Alors si on est ici, c'est pour évoquer une bataille, celle du 14 juin 1940. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le 14 juin 1940, ça va être la première attaque frontale que vont mener les Allemands contre la ligne Maginot, puisqu'il n'avait pas échappé aux Allemands que le maillon faible de la ligne Maginot, ça va être ce secteur des inondations. Quand je dis maillon faible, je parle du système de défense, bien entendu, et non pas de la valeur des soldats qui se comporteront malheureusement ce 14 juin. Donc en fait, le 14 juin, les Allemands défilent sur les Champs-Élysées à Paris et ce même jour, ils ouvrent un front dans le secteur-là, un secteur assez central sur la ligne Maginot, dans le but de participer à une opération plus vaste qui consistait à enfermer dans une nasse géante plus de 500 000 soldats français qui sont encore dans le nord-est de la France. Donc le but des Allemands, c'est de faire une brèche dans cette ligne Maginot aquatique, de s'y engouffrer, de poursuivre d'une part les troupes vers les Vosges, mais également de se rabattre sur les arrières de la ligne Maginot pour l'attaquer par derrière et neutraliser donc les ouvrages par l'arrière. Et alors aujourd'hui, cet endroit ici, le belvédère du Knop, c'est un lieu de commémoration, un lieu de témoignage. Et qu'est-ce qui est fait encore ici? Voilà, donc c'est également non seulement un lieu de visite, mais de commémoration, puisque tous les ans sont organisées des commémorations sur les sites de Remerin, Olvin et du Knop. Donc ici, pour rappeler à la population les combats qui ont eu lieu ici, parce que les acteurs, donc les hommes qui ont participé à ces combats, ont ou auraient 100 ans aujourd'hui, donc ils sont vraiment plus nombreux.
heureux. Pour ce qui est des témoins, donc des gens qui peuvent dire oh ben, je me souviens que, ben, ceux-là aussi deviennent de plus en plus rares et bientôt ben, tous ces événements-là, ça ne sera plus la mémoire de personne, il n'y a plus personne qui pourra dire ah je me souviens que, donc ça va rentrer dans l'histoire. Donc je pense qu'il est important de faire passer l'histoire à travers des commémorations mais également des visites commentées que nous organisons. Alors on a ici l'exemple de Sarralbe, mais il y a aussi d'autres communes qui ont été marquées par cette ligne Maginot Aquatique, à l'image de Puttelange-les-Fargevillers, devenu aujourd'hui Puttelange-au-Lac. Vous allez voir qu'en 1940, la commune a été entièrement submergée par l'eau. Regardez. La Venise du Front, voilà comment fut nommé Puttelange-les-Fargevillers, aujourd'hui Puttelange-au-Lac, dans un reportage photo paru dans Match le 25 avril 1940. Puttelange est au cœur de la Trouée de la Sarre et toute sa partie basse s'est retrouvée immergée lorsque les barrages du dispositif de défense ont été fermés. Les soldats postés sur place sont les seuls témoins de cette inondation impressionnante. Les habitants, évacués en Charente, découvrent alors ce que sont devenues leurs rues et leurs maisons, un spectacle qu'ils ne verront jamais de leurs propres yeux puisque l'eau se sera retirée depuis longtemps à leur retour. Le magazine, quant à lui, qui tirait à 1,45 million d'exemplaires, cessera de paraître en juin 1940. Voilà, on a revécu ensemble le temps d'une émission, un peu d'histoire de notre secteur. Merci en tout cas Philippe pour votre visite. Merci à vous également. Et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que vous pouvez vous aussi venir découvrir la ligne Maginot Aquatique et pourquoi pas participer à des visites. Il suffit de vous adresser à l'Office du tourisme de Sarreguemines. Je vous dis à la semaine prochaine et puis nous en attendant, on va profiter encore un petit peu du paysage.